L'invitée de notre édition aujourd'hui est Ludivine Bantini, historienne, enseignante chercheuse. Son dernier ouvrage a pour titre L'ensauvagement du capital, publié aux éditions du Seuil. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, dans votre livre, dès les premières pages, vous plantez le décor. Djaba est un petit garçon de 11 ans. Il vit près d'Accra, au Ghana. Et il tente de survivre au milieu d'une décharge. Et il y a cette phrase très forte: c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est une référence à Voltaire. Cela résume votre pensée: le système capitaliste est destructeur selon vous? Oui, je pense qu'on est dans une phase à nouveau où on peut documenter les ravages du capitalisme sans que ce soit un tabou. En fait, le capitalisme a sans doute bien des avantages en termes de créativité, d'inventivité, mais il n'a aucune morale parce que son seul principe, c'est l'illimitation, c'est le profit, c'est l'extorsion de la plus-value, la transformation de tout en marchandise. Et donc, on le voit évidemment avec le saccage environnemental qui débouche sur un véritable écocide, voilà, une destruction du vivant, hein, qu'on peut aussi appeler un biocide. Mais il a aussi, bien sûr, cette particularité, dès lors, de spolier des terres, d'exploiter, d'être dans un système de prédation. Et je voulais commencer par cette scène, en effet, près d'Accra, au Ghana, avec ces enfants qui meurent de toutes sortes de maladies pulmonaires en étant obligés de survivre en tentant de trouver de l'étain, du cuivre, dans des décharges où on trouve nos propres rebuts d'ordinateurs. Et donc, c'est infesté de dioxines, de déchets d'arsenic, d'acide bromhydrique. Et donc, ça les tue à petit feu, ces enfants. Et donc, c'est au fond un parcours depuis les mines du Kivu, au Congo-Kinshasa, où on produit justement, on enlève ces matériaux pour fabriquer ces ordinateurs, jusqu'à un grand circuit qui passe par les tours de la Défense et de grandes entreprises qui spéculent sur le cuivre, l'étain, les matières premières, jusqu'à ces enfants du Ghana. Alors, vous dénoncez plusieurs exemples d'injustice sociale, d'exploitation capitaliste à travers le monde, notamment en Afrique, vous venez de le dire. Concrètement, est-ce que vous voyez des solutions? N'est-ce pas trop tard? C'est en grande partie très tard, hélas, puisqu'on parle de plus en plus de capitalocène. Ça, c'est intéressant, pas seulement d'anthropocène, parce que quand on voit les ravages, par exemple, de la famine éminemment meurtrière qui touche la population malgache aujourd'hui, c'est une population qui n'a rien à voir, qui n'est en rien responsable de la crise environnementale, évidemment. Il n'y a quasiment pas d'industrie, il n'y a quasiment pas de circulation automobile dans cette région de Madagascar touchée par la famine. Et pourtant, on considère que c'est la première famine due au dérèglement climatique. Donc, c'est vrai qu'il est très tard, que le saccage est généralisé, mais oui, je pense qu'il y a des alternatives, c'est ce que j'essaie de développer dans le livre. Comment nous pourrions vivre sans qu'on s'imagine automatiquement le couteau entre les dents, ou le stalinisme, ou Pol Pot, ou Mao. C'est ce que j'essaie de défendre d'emblée dans l'ouvrage, c'est-à-dire assumer, en fait, à nouveau et très collectivement, la légitimité à penser d'autres systèmes socio-économiques fondés sur l'égalité, l'équité, les communs, la justice sociale. Penser de manière collective. Alors, vous parlez dans votre livre aussi de Domenico Lucano, qui est l'ancien maire de Riace en Calabre. Il avait réussi à mettre en place un système humain qui a fonctionné. Le village revivait grâce aux migrants. Alors, c'est un espoir, un exemple de vivre ensemble? Absolument. Par rapport à votre premier sujet sur l'extrême droite au Portugal et cette façon de prendre des boucs émissaires, en l'occurrence parmi la population tzigane, rome, non, il y a d'autres alternatives qui sont porteuses d'espoir, de richesse, de partage, de justice. Parce qu'évidemment, c'est un peu comme on dirait quand le sage montre les Pandora Papers, c'est ce qu'ils ont révélé, les quelques 13 000 milliards d'évasion fiscale. Eh bien, alors je ne vais pas dire l'imbécile, parce que j'aime pas beaucoup être dans le dénigrement, mais en fait, regarde les Roms, les étrangers, les migrants qui sont eux-mêmes victimes d'une catastrophe humanitaire terrible. Et donc, Domenico Lucano à Riace m'a justement permis de montrer que dans son village pouvait reprendre vie grâce à la richesse apportée par cette population migrante. Et il a été très, très lourdement condamné, comme si c'était un mafieux.
Alors, le titre de votre ouvrage fait référence à Aimé Césaire. Je lis le mot d'ensauvagement à longueur de journée, de colonnes, de slogans. Alors, je reviens à Césaire. Ensauvagement, ce mot n'est pas réservé au passé. Qu'est-ce qu'il vous fait ressentir qu'il est encore d'actualité, en particulier en France ? En fait, le livre part de beaucoup de colère, de chagrin aussi, et de pensées de personnes qui sont mortes du fait même de l'exploitation capitaliste et de l'oppression spécifique que ce système déploie. Et on entend beaucoup ce terme d'ensauvagement employé par des droites, des extrêmes droites, l'ensauvagement des quartiers populaires, l'ensauvagement des jeunes, l'ensauvagement des banlieues, etc. Et ça m'a donné vraiment envie de revenir à ce texte très important et très fort de Césaire, un texte de 1950, où il parle d'ensauvagement, mais l'ensauvagement, pour lui, c'est l'ensauvagement de l'Europe coloniale, de l'Europe colonisatrice. Il dit que la colonisation décivilise le colonisateur, et donc il parle d'ensauvagement du continent européen. Et donc pour moi, en effet, l'ensauvagement, cette espèce d'exploitation, de prédation, de pillage, de spoliation, c'est quelque chose qui est quotidien. Alors, une dernière question très rapidement. Est-ce que, selon vous, on s'indigne suffisamment aujourd'hui ? Je pense qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'indignation. On le voit un peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a des soulèvements populaires pour demander une véritable démocratie, pour demander plus de justice, d'équité. Ce qui nous manque peut-être, et donc il y a plein de pistes à explorer et de pièces de puzzle à constituer, ce sont des alternatives qui donnent de l'espoir, qui donnent vraiment à espérer de manière très tangible, très réaliste et pas du tout lunaire ou utopique. Merci beaucoup, Ludivine Mortini, pour cet entretien.